Débat qui concerne, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, la correction de l'image de l'islam à l'Occident. Pour ce faire, le grand imam d'Al-Azhar a donné l'ordre, ou plutôt a organisé une caravane appelée la caravane de la paix qui s'est rendue en France pour tenir plusieurs rencontres assez importantes et pour véhiculer le vrai message de l'islam. Le chef de cette caravane était Dr Oussama Nabil, chef du département de français à l'université de l'Azhar, qui est notre invité pour cette matinée. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur Oussama, bienvenue sur Nile TV. Là, vous étiez le président de cette caravane, qu'on appelle la caravane de la paix, bien sûr, dont on a besoin vraiment actuellement, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde. De quoi il s'agit exactement? L'idée d'où ça vient et la mission, c'était quoi? Écoutez, ce n'est pas la première caravane. Parce que l'année passée, j'ai eu l'honneur de présider la première caravane de paix en France. Et une année plus tard, on a fait la deuxième caravane parce qu'on a trouvé, il a été jugé que la présence de cette caravane est nécessaire pour la France, non seulement les musulmans, mais aussi l'ensemble, justement, de la population française. Et le cadre général de cette mission est la promotion de la culture, de la paix et de corriger les notions renversées par des mouvements fanatiques et radicaux. Le conseil des sages musulmans, présidé par le grand imam de l'Azhar, est cet organisme qui organise ces caravanes dans cet objectif. Donc, j'ai eu l'honneur d'organiser la caravane de France, envoyée en France. On a commencé par Paris, bien évidemment, où on a fait 3 discours à l'Assemblée nationale, dans la salle 6. Nous étions l'invité d'honneur du député Jean-Frédéric Poisson, et qui va être candidat dans les primaires de la présidence française l'année prochaine. Et nous avons parlé, en fait, de discours réformistes religieux de Al-Azhar, le discours du juste milieu. Et j'ai expliqué qu'est-ce que c'est le juste milieu et les méthodes actuelles de l'Azhar dans l'établissement de la paix, non seulement au niveau local, régional, mais aussi et surtout au niveau international. Les présents étaient des diplomates, des académiciens et des journalistes, des écrivains. Donc il y avait une variété importante, un public très averti et conscient du rôle de l'Azhar, de l'effet du rôle de l'Azhar dans le monde entier. Ça, c'est très rapidement. Ensuite, le jour même, on a eu une conférence à l'Université catholique de Paris. Là aussi, j'ai parlé de l'islam de juste milieu, de l'importance de la rencontre des académiciens musulmans et chrétiens. À l'occasion, nous avons signé, au mois de mai passé, une convention entre l'université d'Al-Azhar et l'université catholique de Paris, et j'ai l'honneur d'être le coordinateur de cette convention. Là, il s'agit d'un échange, non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau religieux.
il me semble, d'après la presse française, cette conférence a eu aussi une réussite. Elle a été très réussie. Hein. Vous pouvez vérifier les journaux français, les sites non, mais internet. en bref, qu'est-ce que la presse française a dit? Donc, la presse française a dit l'Azhar a une forte présence maintenant sur la scène internationale. L'Azhar vient avec le juste milieu. L'Azhar, une référence crédible pour les musulmans sunnites partout dans le monde. Donc ça, c'est très important. Un retour du rôle de l'Azhar avec force. Hein. Donc, les conséquences. On l'a vu le lendemain, lorsqu'on s'est réunis avec la conférence des évêques de France. Nous avons eu une table ronde où on a discuté les relations entre chrétiens et musulmans sans tabou. Et puis, le résultat, une compréhension mutuelle extraordinaire. On a cassé, comme je leur ai dit, on a cassé les barrières. Il n'y a plus de barrière entre chrétiens et musulmans. Je leur ai parlé aussi d'une expérience propre à l'Azhar et l'église copte égyptienne, la maison familiale, Baytul Aïla al-Musriya. Donc, ils étaient étonnés. Moi, je leur ai demandé aussi d'appliquer et de profiter de cette expérience qui pourrait réunir musulmans et chrétiens en France, et même laïcs. Et après, le troisième jour, on a eu l'honneur de visiter l'église où a été assassiné le père Hamel, à Rouen. On a été chaleureusement reçus par l'archevêque de cette région. Et on a rencontré des jeunes musulmans, chrétiens, laïcs, juifs. On a parlé de l'importance de la paix, l'importance de la réunion de tous les êtres humains sous le toit de la paix pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité. Donc, à l'occasion, on a justement corrigé quelques notions renversées de certains fanatiques. Quand je dis fanatiques, il y a dans toutes les religions des fanatiques, soit dans la religion musulmane ou dans la religion chrétienne ou même dans le judaïsme. Et donc, quand je dans dis les autres justement, et même il y a des fanatiques laïcs. Donc, on parlait du fanatisme dans son sens le plus large. Et l'importance de corriger la notion renversée dans toutes les religions, sans exception, et l'intérêt général de l'humanité qui est en cause actuellement. Et puis, nous avons passé nous sommes passés par Nantes, qui est à quelques 500 km de Rouen, où on s'est réunis avec les musulmans d'un centre musulman, un grand centre musulman. On a parlé aussi de l'importance de la formation des enfants et l'importance de suivre les enfants de près, surtout leur relation avec les réseaux sociaux. Ça devient un danger qui risque de manipuler les jeunes musulmans. Et comme vous le savez, ils partent pour d'autres pays pour, entre guillemets, établir un État musulman. Oui, se faire exploser parfois. Oui. Dernière étape pour finir, à Lyon. On est parti le jour d'après dans la grande mosquée de Lyon où on a dirigé la prière de vendredi. Il y avait plus de 3500 prières. Et nous avons fait une conférence à un public très important pour parler justement de la situation des musulmans actuellement dans le monde et surtout en France et notre point de vue actuel. Voilà. Bon, docteur Oussama Nabil, je pense que l'essence même et les principes même de la religion musulmane sont connus par tout le monde. Ou ceux qui voudraient en savoir plus ont énormément de ressources pour être informés. Je pense que l'objectif principal de votre visite était de corriger l'image de l'islam et de montrer que le terrorisme
absolument rien à voir avec l'islam. Ça fait partie justement de notre mission. Mais les causes profondes et réelles du terrorisme n'ont rien à voir avec l'islam. Pas du tout. Ils ont à voir avec la pauvreté et ils ont à voir avec l'éducation. Si on veut mettre fin au terrorisme, on doit absolument travailler dans ces deux domaines. Est-ce que pendant ce tour que vous avez effectué, vous avez abordé ces deux éléments clés qui sont la source du terrorisme dans le monde? En fait, dans des pays comme la France, où la pauvreté est minime, mais la marginalisation des musulmans est la cause, et la formation modeste de la religion musulmane est aussi, fait partie aussi des causes, et l'ouverture sans limite sur le monde extérieur. Et aussi la consultation des sites Internet qui constituent actuellement un danger pour tous les musulmans, non seulement en France, mais partout dans le monde. J'arrive pas à calculer combien de sites en français sur l'islam. Ça devient vraiment un vrai danger que j'ai appelé dans un de mes discours, il y a un chaos intellectuel. Et l'enfant ne fait que consulter l'Internet pour avoir des idées rapides. Oui, donc c'est des sources comme ça, docteur, que vous devez arrêter et que l'Azhar devrait arrêter. Du moment que ce sont des sources qui véhiculent des informations erronées sur l'islam, l'Azhar, il doit prendre vraiment des décisions draconiennes dans ce sens pour arrêter ces sites. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression quand ça n'a rien à voir. Voilà, quand ça touche à l'essence même d'une religion, je pense que là on doit intervenir. Oui, mais on n'a pas l'autorité. L'Azhar n'a pas. L'Azhar est une référence, ça c'est vrai, mais il n'est pas une autorité. On réclame, oui, de fermer les sites et de crédibiliser des sites bien précis sous la direction, par exemple, de l'Azhar. Mais excusez-moi, si ça concernait le judaïsme, si des sites pareils véhiculaient des informations erronées sur le judaïsme, est-ce que vous pensez que la société juive ne se serait pas mobilisée? Ne sortirait pas? Voilà, non. Je pense sûr et certain. Mais l'islam maintenant est diabolisé partout et par n'importe qui. Hein? Même dans les médias. Mais écoutez quand même, les chaînes de télévision, ils invitent des gens qui sont, à mon avis, nuls pour parler de la religion. Ils disent des opinions qui invitent à la violence, à la haine aussi, et donnent des fatwas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de donner des fatwas hors de l'Azhar? Parce qu'il y a une loi. D'abord, il y a la maison de la fatwa. Il y a la maison de la fatwa, qui est une maison mère. Ensuite, à l'Azhar, il y a le secteur aussi de la fatwa. Oui. Donc, ce sont les deux secteurs qui, officiellement, donnent des fatwas. C'est pas autorisé à n'importe quelle personne. Mais vous regardez la télévision, les chaînes satellites, mais qu'est-ce que vous regardez? Non, aujourd'hui, il n'y a que des gens de l'Azhar, si je ne me trompe pas. Non, pas tout à fait. Je ne parle pas des chaînes de télévision de gouvernement, mais des satellites. Non, ils invitent des gens pour parler de... Là, j'avais une question, c'est concernant votre tour, votre visite. Vous vous êtes adressé vers soit des intellectuels, si on peut dire, soit des gens cultivés. Voilà, et ce sont des Français, peut-être pas musulmans. Mais le problème en France, par exemple, si vous avez choisi ce pays, puisque c'est le pays qui abrite le nombre le plus en Europe, de musulmans en Europe, plus de 10 millions, si je ne me trompe pas. Plus de 10 millions. Ah, oui, voilà. Mais vous n'êtes pas adressé aux jeunes musulmans même, parce que ce sont eux qui font les scandales, ou bien qui sont visés. Mais si, écoutez, alors, notre public n'était pas seulement des intellectuels, mais des étudiants universitaires, musulmans et non musulmans. Et ces étudiants, on les a rencontrés à l'Université catholique de Paris. Et moi, personnellement, à la fin de mois, je vais donner deux cours à l'Université catholique de Paris dans ce contexte, mais loin de la caravane de paix, dans le cadre de la convention entre les deux universités. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Et à la mosquée de Lyon et à la mosquée de Nantes, nous avions un public très, très varié et très important. Donc, les récepteurs ont bien compris notre message. Et actuellement, on est en train de négocier une convention avec la Grande Mosquée de Lyon qui est en train de construire
institut de la civilisation musulmane. Donc, les enseignants, si tout va bien, seront de l'Azhar, qui sont francophones, éclairés, qui connaissent très bien le contexte français. Voilà. Là, j'aimerais bien mettre l'accent sur un point très important, parce que j'ai visité quelques mosquées en France. Les gens qui s'occupent de donner soit les discours de vendredi, soit les leçons de religion, sont fanatiques. Je vous le dis pourquoi. Ou étaient. Je vous le dis pourquoi. Écoutez, les mosquées en France sont divisées entre des mosquées algériennes, des mosquées marocaines, des mosquées tunisiennes et des mosquées turques. Et chaque pays finance ses mosquées. Donc, ils envoient des imams. Souvent ne parlent pas français, souvent ne connaissent pas le contexte français, donc il vient pour prêcher selon le public de leur propre pays. C'est ça un problème. Nous sommes dans un autre contexte, dans notre pays, dans une autre culture, où le musulman a au moins une double culture. Donc là, on ignore complètement les problèmes sociaux et économique des musulmans de ces pays, la mentalité des musulmans de France. Donc, il y a une distance qui sépare les imams du public. Docteur, vous devez unifier le dialogue religieux concernant l'islam. Je veux dire, vous avez l'organisation des pays islamiques qui doit absolument s'allier avec l'Azhar pour enfin sortir un dialogue et une image unifiée de l'islam. Ça, c'est une chose. Autre chose, cette organisation, elle doit absolument se mobiliser pour lutter contre les sites qui véhiculent des informations erronées sur l'islam, puisque vous, dans votre tour, vous vous êtes adressé aux sympathisants de l'islam. Ceux qui sont venus, ce sont ou alors des gens instruits, ou alors des gens qui ont en eux-mêmes quelque part une certaine sympathie pour l'islam. Mais ceux qui déplorent l'islam et qui sont contre l'islam, ils étaient présents, ils ont posé des questions. Non, il y avait des athées, des laïcs, de toute tendance. Ils disent, j'avais parmi les publics des athées, ils ont déclaré leur croyance. Enfin, on est athée, mais pourtant nous avons des questions à poser autour de l'islam. Ça, c'est très bien. Moi, je trouve excellent. Et des laïcs aussi, hein. Donc, non, il y avait de tout genre, de tout type. Le public était très varié et ça, c'était bien. Ça, c'est très, très positif, ce que vous venez de dire. Je trouve que la mission d'une telle caravane, c'est très, très positive. Mais comment arriver aux gens de la rue, à l'homme de la rue? C'est ça le problème, parce que là, vraiment, c'est un peu limité, il faut dire quand même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas adressé à toute la population. Mais comment convaincre l'homme de la rue que c'est ça l'islam et c'est pas l'autre? C'est un travail à long terme. Vous avez raison de poser la question, mais c'est un travail à long terme. Nous sommes des formateurs. Nous allons former des formateurs aussi. Donc, c'est avec d'une génération à l'autre, on peut arriver au petit peuple, aux gens de la rue, et de corriger sur une grande surface. Pardon? Vous avez un plan là? Ben, bien sûr, nous avons un plan. Mais c'est à long terme. Ça, c'est un plan à court terme. Et je pense que ce plan réussit parce que le Conseil des sages musulmans, en fait, est né il y a 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans, nous avons fait à peu près 14 caravanes de paix partout dans le monde. Mais la caravane, à mon avis, la plus importante, c'est en France. Et ça aussi, je dois faire la remarque que grâce à l'ouverture de l'esprit du grand imam de l'Azhar, qui nous donne cette chance de s'ouvrir sur le monde et de confirmer l'islam de juste milieu et l'importance de l'établissement de la paix. Et on est intéressé à l'homme, quelle que soit sa conviction. Mais je pense qu'il faudrait s'intéresser aussi aux musulmans qui vivent surtout à l'étranger et qui sont très représentatifs de l'islam, qui sont des ambassadeurs de l'islam, si l'on veut dire. Ça, on conseille toujours aux Égyptiens, par exemple, qui voyagent à l'étranger, on leur dit toujours, attention, vous représentez votre pays. Là, les musulmans, ils représentent leur religion, donc il y a un travail à faire avec eux aussi. Tout à fait, tout à fait. Et la tâche n'est pas facile. Hein. Ouais, mais déjà, c'est un très bon début. Félicitations. Et on espère vraiment continuer sur cette voie.
Je vous remercie beaucoup, Dr Oussama Nabil. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Je vous remercie et très, très bonne chance pour cette mission vraiment peut-être sacrée, si on peut le dire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je tiens aussi à remercier mon collègue Ashraf Massoud avant de terminer et vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir. كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هوصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله.